Écoutez, bienvenue à tous pour ce 19e live, avec, pour invité, Malcolm, Rebourg qui est, Head of Sales chez Livestorm. Le sujet du live d'aujourd'hui, c'est, finalement introduire l'outbound dans une organisation 100 inbound. Donc j'ai invité Malcolm parce que, finalement, c'est exactement les sujets sur lesquels il était en ce moment chez Livestorm. Et de ce pas, je laisse le micro à Malcolm pour qu'il puisse se présenter. Yes, écoute, merci Vincent. Déjà, merci pour l'invitation et très content de pouvoir partager sur ces sujets qui est vraiment mon sujet prioritaire depuis que j'ai intégré Livestorm il y a 8 mois. Donc, pour les petites présentations, donc moi, ça fait 12 ans que je suis dans le domaine de la vente, 10 ans que je fais du management slash de la direction commerciale. Donc, j'ai commencé sur un truc assez classique, comme toi, Vincent, je pense. Voilà, prospection terrain, commercial terrain, la voiture, le tap-tap, pour vendre des fournitures et du mobilier de bureau. Après, je suis allé dans le monde du digital et là, du coup, j'ai travaillé pour une event tech pour revendre des applications mobiles pour les événements entreprises et les conférences. Maintenant, avant, c'était révolutionnaire. Maintenant, il y a ça partout quand on va dans une conférence ou un événement. Et là, j'étais CAM et ensuite, je suis passé Head of Sales pendant 3-4 ans où là, je manageais une petite dizaine de personnes sur une typologie plutôt grand compte avec des cycles de vente de 3 à 9 mois. Après, donc, je suis parti sur une autre boîte, rien à voir. Je suis parti chez Groupon, donc sur du B2B2C, où là, je manageais à la fois des équipes commerciales terrain, donc une quinzaine de personnes. Dans la région parisienne aussi, une équipe sédentaire, donc sur un plateau de 15 personnes. Donc là, j'ai 30 personnes en tout. Donc, super expérience de 3-4 ans chez Groupon. Et après, donc, j'ai voulu refaire une petite expé startup. Donc là, j'ai rejoint Jeudi Merci. Donc, Jeudi Merci, c'est un SaaS spécialisé dans l'automatisation d'envoi de cadeaux professionnels personnalisés ou non, tout au long du parcours client, prospect et aussi employé. Donc, j'étais VP Sales. Donc là, je manageais toutes les équipes revenus, donc le marketing, le customer success et les équipes sales. Et ensuite, donc là, j'ai rejoint Livestorm il y a 8 mois en tant que Head of Sales. Donc là, je manage toutes les équipes sales, donc tous les accounts exécutifs, donc il y en a 7, et tous les account managers qui managent notre portefeuille client de 5000 clients, et le Sales Enablement. Et Livestorm, pour ceux qui ne connaissent pas, donc nous, on est les leaders européens sur le segment de l'engagement vidéo, et on fournit une plateforme tout en un pour faire des webinaires engageants et en toute sécurité, un peu comme celui sur lequel vous êtes aujourd'hui. Bon, c'est pas avec Livestorm, c'est avec notre solution, mais voilà, c'est ça qu'on vend au quotidien à nos 5000 clients. OK, parfait. Donc 5 000 clients, qui venaient, en tout cas en partie, d'une organisation inbound, et pour rentrer, directement dans le sujet du live, est-ce que tu peux nous décrire, qu'est-ce qu'une organisation, full inbound? Ouais. Donc du coup, l'inbound, peut-être que tout le monde le sait, mais bon, c'est bien de reprendre les bases. Donc l'inbound, voilà, ça veut juste dire quelque chose qui est entrant. Donc en fait, ça consiste à faire des actions qui vont nous permettre d'avoir des clients qui vont venir à nous. Donc c'est ça l'inbound, de manière très simple. Donc ça passe souvent par le marketing qui va créer du contenu, un site internet, du SEO, des blogs, des articles, des podcasts, des e-books, des webinaires. Donc voilà. Et donc, du coup, l'idée de l'inbound, c'est de planter des graines pour faire venir les gens et ensuite qu'ils aillent directement sur un call to action. Donc, généralement, c'est soit un sign-up pour utiliser la solution de manière gratuite ou payante, soit pour parler directement à un commercial. Euh, donc, nous, chez Livestorm, initialement, on a fonctionné comme ça. On a fonctionné comme ça. Donc, nous, on existe depuis 8 ans. Donc, nous, il y avait un go-to-market très fort à l'époque. Donc du coup, on a eu naturellement des gens qui sont intéressés à ce qu'on faisait, qui venaient sur notre site, qui soit achetaient directement la solution, parce le produit a été designé aussi pour justement faire du self-serve. Donc ça veut dire des gens que c'est tellement simple d'utilisation et c'est tellement peu cher. Du coup, je crée mon compte, j'ai rien à perdre, je dépense 50 euros par mois et je suis très content. Donc du coup, voilà, non, on s'est basé un peu sur ça au début. Après, il y a eu le Covid aussi. Donc Covid, gros intérêt pour notre solution. Et du coup, forcément, on a eu un volume d'inbound énorme. Donc, du coup, voilà, on avait cette machine un peu où les sales, ils étaient submergés d'inbound. Donc, c'est beau, hein. Tous les sales, je pense, rêvent de ça. Et du coup, voilà, c'est ça, en fait, le marketing plus le produit, plus le go-to-market a fait que, voilà, on a eu plein de leads. Et du coup, les sales, leur table, c'est juste de qualifier et de convertir ces leads et rien d'autre. C'est ça une organisation full inbound. OK, donc des planètes alignées, pour faire venir, les nouveaux clients. Et donc,
tout ce qui est fait, je pense une grosse organisation et puis, des discours qui vont être un peu différents, mais ça, on en parlera, pendant ce live. Et donc du coup, pour suivre, finalement, pour partir sur, enfin, quand on vient d'une organisation full, inbound, pour partir sur une intégration d'outbound, dans les équipes commerciales, quelles sont les premières questions, que tu t'es posées ou que qu'on devrait se poser? Ouais. Bah, du coup, en fait, souvent, voilà, l'inbound, la problématique, c'est que, bah, tout le monde en fait. Voilà, c'est un concept qui existe depuis maintenant, enfin 10 ans, vraiment de manière très poussée. C'est HubSpot qui a amené ça un peu, sur le marché. Donc maintenant, tout le monde investit beaucoup dans l'inbound. Nos concurrents investissent beaucoup dans l'inbound. Malheureusement, en 2025, ça suffit plus trop. Donc en fait, les premiers signaux, les premières questions qu'il faut se poser, c'est: «OK, bah, j'ai mes objectifs commerciaux. Est-ce que j'arrive toujours à les atteindre en faisant la même chose, donc en investissant en inbound?» Est-ce que, bah, forcément, bah, vu que tout le monde investit sur l'inbound, notamment sur le SEO, le SEA et compagnie, bah, à un moment donné, les coûts d'acquisition explosent, augmentent. Donc, est-ce que voilà, j'arriverai à être aussi à atteindre mes objectifs commerciaux, à être rentable en gardant cette même organisation? Donc voilà, est-ce que j'ai un TAM aussi, si j'ai un TAM très large, bah, du coup, est-ce que l'inbound suffit à aller, taper, tout ce TAM? Donc TAM, c'est taille, enfin, c'est le marché adressable. Donc voilà, en fait, il y a plein d'indicateurs qui font que il faut se poser la question de voilà, est-ce que l'outbound, ça vaut le coup ou pas? Et je pense que le premier, c'est surtout les coûts d'acquisition, analyser sa rentabilité. Et si on a un marché adressable assez élevé et qu'on a envie d'aller vite et qu'on a les investisseurs derrière qui disent: «Mais attendez, il me faut de la croissance, il me faut de la croissance», bah, à un moment donné, on n'a plus trop le choix que de faire de l'outbound. OK, donc ouais, finalement, bah, par rapport aux objectifs, se dire, est-ce que c'est le moment de reprendre les commandes, commercialement parlant? C'est-à-dire, bah, l'outbound, hein, partir sur de la chasse ou en tout cas sur, plus de l'attente de leads entrants, mais, aller chercher justement ces nouveaux leads. OK, et finalement, bah, ça répond aussi, dans ta réponse, ça répondait aussi à la question du momentum pour pivoter. Donc le bon moment, c'est, potentiellement, de ce que tu viens de me dire, soit lorsque, bah, il y a des investisseurs ou, même, hein, au-delà de ça, une envie de croître un petit peu plus rapidement, donc passer à la vitesse supérieure, par rapport à cette organisation qui était full inbound. Soit, lorsque, il y a alors une stagnation, sans dire une régression, donc une stagnation de l'entrée de cash dans l'entreprise ou finalement le bon moment, c'est, bah, peut-être quand, tu embauches, un head of newbies, dans une boîte, c'est peut-être le bon moment, de faire venir cette compétence ou expertise en interne et de se dire: «Bon, bah, voilà, aujourd'hui, on a envie de faire plus, pas avec moins, mais on a envie de faire plus avec plus» et donc finalement, on met les moyens pour changer un peu l'organisation. Ouais, tout à fait, ouais, OK. totalement aligné. Eh beh, parfait, bah, on peut continuer, hein, finalement sur l'outbound. Donc, l'outbound, donc on a bien défini l'inbound, est-ce qu'on peut faire la même avec l'outbound? Ouais, bah, l'outbound, c'est le contraire de l'inbound, hein. C'est au lieu que les gens viennent à nous, bah, c'est nous qui venons à eux, tout simplement. Donc, il va y avoir des actions à la fois marketing, donc de l'outbound marketing, voilà, faire du SEA, faire des campagnes peut-être automatisées, qui passent par LinkedIn, faire des ads, voilà, on va chercher les gens, faire du retargeting, on va chercher les gens. Bah, enfin, en tout cas, il y a l'outbound marketing, il y a l'outbound commercial. Bah, l'outbound commercial, c'est juste voilà, de contacter ces personnes, ces prospects qui sont là. On sait qu'on a ce marché adressable, on est persuadé ou pas, on a envie de tester, bah, d'appeler un certain type de prospect, on pense qu'on va pouvoir arriver à leur vendre nos services. Du coup, il faut qu'on aille vers eux. Ils s'attendent pas du tout à ce qu'on les sollicite. Et donc, c'est ça l'outbound. OK, ça marche et finalement, pendant, qu'on préparait ce live, tu me disais que tu avais relevé ou en tout cas, qu'il existait, mais, ça reste assez classique. 4 types d'outbound. Est-ce qu'on peut en parler, rapidement de ces 4 types d'outbound? Ouais, alors ça, c'est juste ma vision personnelle, hein. C'est pas du tout une méthode qui existe, je pense, Ouais, sur internet. Mais pour moi, il y a 4 types d'outbound. Donc il y a l'outbound classique que tout le monde connaît et c'est vrai que quand on parle d'outbound, on a l'image, voilà, du commercial, il prend son téléphone, il a une liste, il appelle, il se pose pas de questions. Donc effectivement, donc ça, c'est ce que j'appelle de l'outbound from scratch. Donc ça part de rien, ça part juste
d'avoir une liste de prospects à appeler, ou d'avoir une petite idée de: «Ah, j'ai envie d'appeler cette personne-là parce que je pense elle veut acheter mon service». Donc du coup, ça va passer par plusieurs actions, bah, les canaux traditionnels, l'email, le call, les réseaux sociaux, donc LinkedIn, le réseautage, donc voilà, donc ça, c'est on part de rien, et on essaie d'aller générer, un intérêt et de générer du business. Donc ça, c'est le premier qui est le plus classique et c'est vraiment ça que les gens ont en tête quand on parle d'outbound. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Pour moi, il y a aussi utiliser, ce que j'appelle des intents. Donc intent, c'est intent to buy. Donc déjà, il faut qu'on est commercial, qu'on arrive dans une structure existante ou qu'on monte une entreprise. Alors là, c'est plus une structure existante. Moi, j'ai toujours été commercial. La première chose que j'ai fait, OK, je vais appeler dans le dur et je vais faire de l'outbound from scratch. Je vais déjà regarder ce qu'il y a dans le CRM, ou en tout cas les données clients que j'ai sur un CRM, un Excel ou autre, et je vais regarder, bah, les clients qui n'ont pas acheté à un moment donné et je vais essayer quand même de les réactiver. Donc ça, c'est ce que j'appelle de l'intent dans le CRM. Donc du coup, on va aller choper des petits signaux précédents d'achat et on va essayer de les réactiver. Donc soit c'est des close loss, soit c'est des churn, donc des clients qui utilisent la solution et qui n'utilisent plus. Donc ça, c'est voilà, le deuxième outbound pour moi, c'est celui-là qui est plus facile que le premier, bien entendu. Bien Euh, sûr. et ensuite, le troisième, c'est l'intent, mais qui est en dehors du CRM. Okay, donc ça, c'est quoi, par exemple? Bah, c'est on va aller essayer de choper des signaux via les équipes marketing ou via des outils externes. Nous, par exemple, à Livestorm, bah, on identifie les personnes qui font des webinaires et qui font de la promotion payante sur LinkedIn pour dire: «Ah bah voilà, on a un webinaire dans 2 semaines». Bah, s'ils font de la promotion sur LinkedIn et qu'ils n'utilisent pas un webinaire Livestorm, bah, du coup, on va les contacter, quoi. Ça veut dire ils ont déjà compris la valeur de la solution. Et nous, voilà, on sait qu'on va les contacter, on va essayer de comprendre quels outils ils utilisent et on va faire notre petit pitch contre le concurrent qu'on aura ciblé. Ça peut être ça peut être, moi, je sais que mon business model, c'est adapté aux boîtes qui lèvent des fonds. Donc du coup, bah, je vais trouver un outil automatisé qui va toutes les semaines me pousser les nouvelles levées de fonds et du coup, je vais appeler ces personnes-là. Ça peut être une boîte qui recrute beaucoup. Quand on recrute beaucoup, bah, on a peut-être besoin d'outils RH. Donc voilà, en fait, il faut trouver ces signaux un peu d'achat. Donc il y a plein d'outils sur le marché qui existent. Et ensuite, bah, jouer dessus. Et encore une fois, je pense que c'est ça le meilleur canal outbound pour moi. Appeler un prospect sans savoir s'il est prêt à acheter ou pas, il faut vraiment avoir de la chance et tomber sur le bon timing pour le convertir. Alors que si on voit qu'il est un minimum intéressé, qu'il se renseigne, qu'il utilise déjà une solution similaire, bah là, il y a beaucoup plus de chances de le convertir. Donc ça, c'est de l'outbound dont on parle pas beaucoup, mais c'est vraiment pour moi le plus efficace. Et ensuite, le dernier, c'est les événements, donc les événements physiques. Donc voilà, rencontrer les prospects en vrai, surtout après le Covid, tout le monde refait des événements, tout le monde adore refaire des événements. Les commerciaux aiment bien aussi rencontrer les prospects. Donc ça, c'est un des meilleurs moyens aussi pour parler à des prospects potentiels, mieux les comprendre et mieux les convertir. Donc encore une fois, c'est un peu une bande en bande, mais on va vers eux, quoi. On va vers eux pour essayer de déclencher quelque chose. Moi, c'est ça les quatre types d'outbound. OK, donc si je comprends et je re et je résume un petit peu, donc ces 4 types de outbound. Tu as l'event, bon, bah, c'est classique, on fait de l'humain avec de l'humain, avec des les stratégies qui vont bien pour faire venir un max de monde à cet event pour le rentabiliser. Le new, intent, concrètement, on voit les gens qui utilisent, déjà ou en tout cas qui ont compris, l'intérêt de travailler avec ce genre de solution. Donc ça, c'est ce qui est pas mal, c'est que tu as pas la double vente à faire en face de, bah, voilà, c'est une boîte, c'est un ICP ou un persona et potentiellement, beh, on ne sait pas s'il utilise une solution similaire, s'il fait des events, en tout cas, pour Livestorm, s'il fait des events en ligne et donc finalement, bah, tu as le problème de la double vente. La première re vente que tu dois faire, c'est de lui faire comprendre que il faut qu'il fasse et la deuxième vente que tu dois lui faire, c'est, il faut qu'il fasse avec Livestorm. Donc oui, effectivement, c'est un peu plus long, mais c'est un gros travail et puis c'est le travail du sales, en l'occurrence et puis, tu as, oui, effectivement, bah, aller, entre guillemets, hem à la pêche, au perdu, donc dans ton CRM. Mais ça, c'est vachement important en fait, et je pense que ça relie, le mindset que doit avoir, un sales, tu sais, entre, bah, de toute façon, je dois y aller. C'est pas parce qu'il m'a dit non il y a 3 mois ou 6 mois qu'aujourd'hui il va me redire non, parce que tout évolue et tout change très vite. Et puis finalement, c'est, quand même ultra intéressant, hem
alors parce que tu as le double intérêt aussi. C'est, tu as le premier intérêt où tu vas aller rappeler les gens, bah, qui ont churné ou les gens, qui t'ont dit non ou les gens, qui sont pas allés plus loin. Donc là, tu as le premier intérêt à leur dire, ben moi, je suis nouveau et du coup, j'aimerais comprendre pourquoi, parce que c'est pas indiqué, dans mon CRM et puis, deuxièmement, c'est, nouveau discours peut-être ou, discours un peu différent et puis, Livestorm, je pense que ça évolue quand même vachement vite et ça, c'est ce qui est vachement bien avec la tech, c'est que, d'un mois sur l'autre ou pas, hein, selon, l'existence de l'entreprise, tu as des nouvelles features et donc Exactement. finalement, chaque nouvelle feature est un nouveau levier, de démarchage, d'un nouveau client, enfin, d'un nouveau prospect ou d'un prospect existant. OK, donc là, on a les, Exactement. Et petit conseil, donc voilà, donc il y a 4 types d'outbound et le but pour arriver à atteindre ses objectifs commerciaux, c'est de faire les 4. Voilà, bah, c'est ce que j'arrête pas de répéter à mes sales, toutes les semaines, tous les mois et tous les trimestres quand on analyse les performances. C'est voilà, est-ce que tu as bien utilisé tous tes canaux à ta disposition? L'outbound from scratch, généralement, c'est pour aller chercher quand même des comptes à plus forte valeur sur des cycles de vente un peu plus longs et des paniers moyens plus élevés. Et les close lost et les intents, c'est les petits quick wins, voilà, avec des cycles de vente un peu plus rapides. Et les événements, bah, c'est particulier, soit on en fait, soit on n'en fait pas. Ça dépend de sa stratégie. Généralement, quand on en fait, c'est pour encore une fois avoir des prospects à fort potentiel, avec des cycles de vente plus longs. C'est pour ça qu'il faut vraiment jouer sur tous ces types d'outbound possibles pour atteindre ces objectifs. exactement et pour l'event, enfin, je rencontre énormément d'entreprises, qui font des events, donc qui mettent du cash sur la table, hein, parce que c'est Ouais, pas ça coûte donné cher, un hein. event. Un stand, dans un salon, c'est, ça coûte cher et au-delà de ça, donc tu sais, tu as la valeur faciale du stand et puis tu as, bah, la valeur, bah, des commerciaux que tu mets, sur ce même stand et qui bossent pas entre guillemets, à autre chose que, bah, qu'apporter de la valeur aux gens qui passent sur le stand et donc du coup, gros travail en amont pendant, pas mal de semaines, je pense et pour faire venir du monde et ça, c'est quand même ultra important et en plus de ça, c'est un super levier, l'event, pour réactiver, pour rappeler, pour faire venir des gens que tu as eu qu'en visio et de se dire: «Bon, voilà, géographiquement, on a un event à tel endroit». Ouais, Heu et on est totalement d'accord. Et aussi, il y a une notion, alors c'est vrai qu'on l'avait pas mis dans une petite note, mais je pense qu'elle est importante à dire à ce moment-là, c'est il y a aussi maintenant ce qu'on appelle all band. Alors encore ouais, une fois, je ne sais pas si l'audience est familière avec ce terme. Donc désolé, on est encore sur des définitions, et cetera. Mais l'all band, en fait, ça intègre les deux. C'est inbound, outbound qui travaillent en harmonie pour, encore une fois, optimiser les performances commerciales. Et généralement, la manière la plus simple, c'est que tu as l'inbound qui vient en premier pour un peu éduquer les clients, voilà, leur faire comprendre l'offre, et cetera. Et ensuite, boum, les efforts outbound qui viennent juste derrière. Donc ça peut être par exemple voilà, faire un e-book ou faire un webinaire et puis boum, tu as les commerciaux qui arrivent juste derrière pour convertir. Donc en fait, voilà, c'est juste que les 2 machines s'embriquent bien en même temps pour arriver à déclencher des opportunités. Et donc ça, c'est vraiment ça, maintenant, je pense en 2025, la meilleure stratégie, c'est ça, c'est all bound. En fait, moi, je vois avec l'équipe marketing, où c'est super important d'être aligné avec son équipe marketing quand on est directeur commercial. Il y a des leads qu'ils ont nurturés depuis 6 mois. Il y a eu 2-3 calls sales entre-temps. Il y a eu un chat sur Intercom, sur le site internet. Au final, ça arrive sur une demande entrante directe ou indirecte. Le sales arrive à l'activer, on arrive à le signer. Ou parfois, c'est l'inverse. C'est le sales qui a généré l'opportunité, ça n'a pas marché, on a réactivé avec le marketing, le sales re-signe derrière. Donc, du coup, c'est vraiment pour moi la clé d'une organisation commerciale et marketing réussie en 2025. Et la dernière chose dont on ne parle jamais, et c'est quelque chose dont j'ai entendu parler aussi moi récemment, c'est l'outbound to inbound. Okay, donc ça, c'est un concept que j'ai découvert grâce au CEO de Partout, Thibaut Renouf. Et en fait, ça consiste à faire des actions outbound. Donc, typiquement en outbound, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à prendre un rendez-vous. Alors, on cherche à prendre un rendez-vous, à faire notre démo et à vendre la solution, à faire entrer les gens dans le funnel classique de vente. L'outbound to inbound, ça n'a rien à voir. On est là pour apporter de la valeur au prospect et ne rien vendre. C'est totalement déstabilisant comme notion. Mais l'idée, en fait, c'est que si on a du contenu qualitatif, un e-book, un webinaire, etc., et ben, du coup, la première touchpoint qu'on va avoir, c'est voilà, essayer de comprendre déjà s'il y a un intérêt commun, essayer de comprendre les problématiques et les enjeux, les pains, les objectifs du client, et ensuite de dire, bah, écoutez, moi, je vous invite à aller sur ce webinaire qu'on organise dans une semaine, où je vais vous envoyer un e-book par rapport à ce qu'on fait ou sur la problématique que vous avez.
Et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de prise de rendez-vous. Je vous donne ça et puis on en reparle dans 2 semaines. Et après, du coup, là, le webinaire a eu lieu. Tu as vu qu'il s'est connecté au webinaire. Tu as vu qu'il a même posé des questions, qu'il a interagi, etc. Tu as vu en plus qu'il a regardé le replay et qu'il l'a partagé en interne. Là, ça veut dire que tu vois, il est chaud, ton prospect. Il est chaud, donc ça te donne des indicateurs supplémentaires sur, encore une fois, le degré de cheddar du prospect. Et du coup, ça te permet de mieux le convertir après. Et surtout, en amont, tu lui as apporté de la valeur. Et ça, les acheteurs en 2025, je pense qu'ils sont très sensibles à cette démarche. Donc moi, je vous invite vraiment à la tester. Après, ça marche pas, mais moi, je sais que ça marche, en tout cas, chez Lifestyle. En en fait, ce qui est vachement bien avec cette démarche, c'est que tu vas pouvoir, très concrètement, avoir, toi en tant que sales, tes propres alternatives. C'est-à-dire, on n'y va pas et ça se passe pas comme classiquement prévu, dans ton cycle outbound. OK, on peut tout de suite dériver de l'outbound vers, to inbound. Ça, c'est super, super important comme cette histoire de, momentum finalement. Bon, bah, parce que ça peut être le momentum un jour et le lendemain, plus du tout, l'être parce que ça devient plus une priorité et donc finalement tout est revu et qu'est-ce qu'on en fait, entre aujourd'hui et ce prochain momentum qui peut être dans 3 à 6 mois? Donc on repart sur, une strat inbound, donc de nurturing aussi. On peut appeler ça, aussi du nurturing, prospect jusqu'au bon moment, histoire, d'être toujours top of mind et en plus de quand tu me le dis, quand je l'entends là tout de suite, c'est je me dis même le sales en soi, en sachant qu'il y a aussi cette opportunité, c'est-à-dire, en fait, on perd jamais. On est dans une continuité, de relations commerciales et en fait, on ne perd jamais. On laisse juste la main au marketing qui va la reprendre de la meilleure des manières avec une strat, je suppose, qui est mise en place et même le sales est dans une super condition pour bien faire son travail, en fait. Il va pas se dire, «Tain, je vais devoir, le rappeler tous les X temps et cetera. Alors que là, il peut y avoir des actions, même automatisées, mises en place. On a Ouais. une question, sur, Ah, let's go. sur le live, sur le stream, pardon et ça en vient, par rapport à la suite Ah, bah, allez. Bah, de parfait. ça, sur, la Enchaîne. structure outbound à adopter, et la question était, AE ou SDR en charge de la outbound chez vous? Du coup, Malcolm, qu'est-ce qui est en charge? Qui est en charge et comment, tu es structuré, au sein de Livestorm? Ouais. Alors nous, ça a changé. Donc déjà, je vais vous expliquer les possibilités qui s'offrent à vous. Bon, elles sont pas nombreuses, hein, mais pour moi, il y en a 3. C'est effectivement BDR ou SDR, on appelle ça comme on veut, qui vont faire les actions outbound, donc les cadences mail, LinkedIn, les calls, et cetera. Ils vont déclencher un premier rendez-vous, ils vont qualifier et ensuite, une fois que c'est qualifié, bah, ils vont faire une passe décisive aux AE qui vont ensuite, eux, s'occuper de la conversion du deal jusqu'à la signature de celui-ci. Donc ça, c'est une structure qui est très répandue dans la tech et dans le monde du SaaS. C'est une structure qui a prouvé être gagnante et qui marche. Et après, donc, il y a aussi avoir cette structure. L'idée, quand on a cette structure, c'est déjà, est-ce qu'on a envie d'avoir des BDR que nous, on embauche ou qu'on externalise. Ce qu'on peut maintenant en 2025, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus répandu. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont spécialisées là-dedans, où on peut juste externaliser la partie BDR à des personnes très qualifiées, en leur donnant un brief très détaillé, en faisant pas mal de rendez-vous avec eux, en revoyant un peu le copywriting des cadences mail. Donc moi, il y a une entreprise que je connais très bien, et voilà, qui s'appelle Scalability, Maxime Leclerc, c'est un ami, et j'ai déjà utilisé ses services et ça marche très bien. Donc ça, c'est voilà, c'est la première partie, c'est AE, enfin, SDR plus AE et BDR, est-ce que c'est interne ou externalisé? Ensuite, la deuxième option, c'est un peu AE full cycle, un seul sales qui s'occupe de tout du début à la fin, c'est-à-dire de la lead gen au closing. Okay. Donc maintenant, comment choisir la bonne? Ça, c'est la question qui tue, j'ai envie de dire. Euh, donc, donc déjà, Ouais, sur la première partie, imaginons qu'on parte sur BDR plus AE. Qu'est-ce qui ferait qu'on externalise ou pas? Parce que ça, c'est peut-être des questions que vous vous posez ou que vous ne vous posiez pas. Voilà, avoir des BDA en interne, c'est quand même voilà, c'est des salaires chargés, ça coûte cher, il faut qu'ils délivrent pour y arriver, quoi. Donc c'est pas donné non plus à toutes les structures. Si on est une petite structure, on n'a pas beaucoup de cash, et on n'a pas envie justement d'avoir un fonds de roulement en termes de coûts sur le long terme et qu'on a envie peut-être d'externaliser, déjà de faire un test, de voir comment ça marche, ensuite de scaler si ça marche bien. Là, je pense que si vous êtes dans cette situation, il faut tester l'externalisation. Euh,
Après, si pareil, vous avez pas, si vous êtes une petite structure, vous n'avez pas de personne en interne qui a cette expertise, que ce soit un fondateur ou un directeur commercial expérimenté, bah, pareil, avoir des BDR et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait vraiment un manager slash un directeur commercial qui soit assez capé, qui ait cette expertise, qui arrive à embaucher les bonnes personnes, à les former, à les coacher pour qu'elles restent déjà plus de 6 mois dans l'entreprise. Parce que BDR, c'est un métier quand même assez dur. Au bout d'un an, généralement, ils sont cramés. Donc voilà, on a besoin d'un vrai manager qui sache aussi voilà, insuffler une belle dynamique pour que ça marche bien sur le long terme. Donc voilà déjà mes premiers indices pour est-ce qu'on externalise ou est-ce qu'on n'externalise pas. Après, là, je pense que la grosse question, c'est voilà, est-ce que je fais BDR plus seul ou est-ce que je fais full cycle? Donc ça, il n'y a pas de science exacte. Bon, moi encore, je vous donne juste mon humble avis. Ça dépend de pas mal de critères. Ça dépend de votre business model, ça dépend de la maturité de votre marché. Si je peux élaborer un peu sur ça, c'est si vous avez un marché adressable, encore une fois, très grand, et en plus que vous avez besoin d'évangéliser vos prospects, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas votre solution, ils n'en avaient jamais entendu parler, ils ne savent pas trop à quoi ça sert encore, les bénéfices que ça peut apporter, et ben, on a besoin quand même d'une force de frappe quand même assez conséquente. Donc, un AE full cycle, il doit faire sa lead gen, il doit faire ses rendez-vous, il doit faire ses démos, il doit faire ses follow-up, ses proposals. Donc, il a une force de frappe limitée. Donc, si on a envie d'aller vite et fort, et que voilà, on a un marché à évangéliser, qu'on a un marché adressable assez large, et la pression du chiffre derrière ou la pression des investisseurs, il faut faire BDR plus AE. Surtout si vous êtes dans une démarche voilà, d'aller chercher de la croissance et de prouver des choses auprès de votre board, je pense que ça, pour moi, c'est une bonne option de partir sur ça. Après, si vous avez un marché adressable assez petit, Donc le bah, TAM, hein, l'idée, c'est le tu TAM, disais voilà. là. Donc, du coup, le but, c'est de ne pas cramer vos cartouches non plus. Si vous avez que 500 prospects à contacter sur un an, ça ne sert à rien d'avoir une armée de BDR qui en plus souvent sont juniors. Hein. C'est des gens qui sortent d'école ou c'est leur peut-être deuxième expérience commerciale. Enfin, ils ont 1 ou 2 ou 3 ans d'XP derrière eux. Moi, je miserais plus sur des gens un peu expérimentés, qui sont un peu experts de votre domaine pour justement convertir un maximum de prospects dans ce TAM réduit. Donc, business model, maturité du marché, le TAM, il y a la typologie de vos prospects, la complexité de votre produit, de vos services, il y a la durée moyenne de votre cycle de vente, il y a les paniers moyens. Et si je reviens un peu sur ça, je peux vous donner des exemples aussi. Donc, si vous êtes une entreprise qui vend la même chose aux mêmes personnes, donc mono-persona, mono-pitch, petit panier moyen, cycle de vente court, bah, et qu'en plus vous avez un marché adressable assez dense, et bah oui, BDR plus AE, ça a du sens. Parce qu'encore une fois, ça ne va pas être compliqué de former les BDR. C'est une personne, un pitch, 2 arguments clés, go, go, go. Donc, je pense pour prendre des rendez-vous, ce ne sera pas très compliqué. Donc, je peux vous donner des structures comme Penny Lane, par exemple, qui s'adressent à des DAF, qui vendent une solution SaaS pour leur faire gagner du temps et des économies. À un moment donné, c'est simple. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est plus simple que d'autres entreprises où les business models sont peut-être plus complexes et avec 4-5 personnes à cibler, une proposition commerciale où on a 500 slides comme un CJ par exemple. Donc voilà, donc du coup, là, ça a totalement du sens si vous êtes dans ce cas de figure de partir sur BDR plus seul parce que vous allez pouvoir faire beaucoup de volume et bien convertir. Si vous avez un produit complexe, si vous êtes sur des personas aussi C-level, sur des cycles de vente longs, pour moi, il faut miser sur des AE full cycle qui ont l'expérience, qui vont savoir parler à ce type de personnes et qui vont avoir l'expertise aussi de votre domaine. Et enfin, le dernier point, je pense, c'est aussi vos objectifs de croissance. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais si vous avez besoin de faire de la croissance rapide, parce que vous êtes dans un processus de levée de fonds, série A, série B, bah, à un moment donné, voilà, les coûts, si vous avez de quoi les absorber, et s'il faut prouver la croissance pour sécuriser une levée, bah, faut faire BDR plus AE, vous aurez une force de frappe beaucoup plus importante. Si votre objectif, par contre, c'est rentabilité, et ben là, forcément, c'est beaucoup plus rentable d'avoir un seul sales qui fait tout que d'en avoir deux qui font à peu près la même chose. À la fin de la journée, le closing, le closing reste le même nom parce que peut-être que le BDR va créer plus d'opportunités qu'un full cycle. Mais voilà, si on est sur un objectif de rentabilité, moi je conseillerais de partir sur un AE full cycle. Donc j'espère que ça a répondu à la question. Et pour la petite histoire pour Livestorm, et je finirai par ça, nous on est passé par les deux. Donc encore une fois, nous on existe depuis 8 ans. Alors moi je n'étais pas là avant, mais du coup, nous au début c'était inbound, donc il y avait très peu de sales qui géraient que l'inbound. Après on a eu beaucoup de demandes et en fait il y avait une traction aussi. Donc on s'est dit, mais attends, mais il ne faut pas qu'on fasse que de l'inbound, parce qu'il y a une traction, les gens ils ont besoin d'un outil de webinaire. Donc, il faut aussi qu'on aille faire de l'outbound, qu'on aille les chercher. Donc, c'est là où on a embauché les 16 et là, on a embauché armée de SDR, armée d'AE.
On a ouvert les États-Unis, 30 personnes, etc. On est dans cette fameuse période d'hyper-croissance. Et après, comme la plupart de nos homologues dans la tech, crise des investisseurs, on réduit la voilure, il faut aller chercher la rentabilité. Et du coup, là, changement stratégique. Du coup, on a dû se séparer de pas mal de personnes, malheureusement. C'était pas un moment plaisant. Et du coup, on a continué à avoir BDR plus AE, mais on a vu que ça commençait un peu à s'étioler. Ça n'avait pas forcément de sens par rapport à la stratégie de rentabilité. Et en plus aussi de maturité de marché, puisque nous, on est sur un marché maintenant en 2025 mature. La plupart des gens sont déjà équipés, donc c'est juste remplacer ce qu'ils ont actuellement. Et nous, en plus, on va up market. Donc avant, on est très SMB, maintenant, on est plutôt mid-market enterprise. Donc encore une fois, je peux avoir des AE full cycle capés qui ont l'expertise d'une industrie spécifique pour contacter des C-level en marketing et en com plutôt que des BDR. On est plus sur cette période un peu d'évangélisation, on a besoin de taper dedans. Donc voilà, nous, ça fait 1 an qu'on n'a plus de BDR et qu'on est vraiment en AE full cycle. OK, du coup, tu as très clairement répondu, à la question de Génie. Donc ouais, en fait, voilà, le cycle de vente très court qui correspond, bien au format, SDR plus AE. En fait, au-delà du cycle de vente très court, parce que même s'il était, très long, c'est, le nombre de personnes adressables finalement. Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment qu'il y aura beaucoup plus de R1 que de R2, beaucoup plus de R2 que de R3 et beaucoup plus de R3 que de R4 si le cycle comporte 4 rendez-vous, ou en tout cas 4 steps entre le premier ou le rendez-vous de qualif et le closing. Et ça, c'est clair et net. Par contre, ce qui est regrettable quand on fonctionne comme ça sur des cibles enterprise, hein, comme celle que vous adressez aujourd'hui, c'est, je pense, qu'il y a quand même une déperdition d'informations. Premier point. Le deuxième point, c'est comme le cycle est long, finalement, tout ce que tu crées en amont du passage de main entre le SDR et l'AE, le prospect, il peut se sentir aussi peiné ou un peu attristé, comme quand tu as un changement de secteur ou tu changes de commercial ou autre. Et puis en plus de ça, on constate qu'avec le temps, même des fois, je sais pas si tu as eu le cas, quand tu fais pas affaire avec quelqu'un avec qui tu t'entends super bien, il va limite, lui, faire en sorte que tu travailles avec quelqu'un de son réseau, parce que, l'entente est bonne, sauf que c'est juste pas le moment. Heu, je suis engagé ailleurs jusqu'à telle période, vous rachetez pas mes contrats malheureusement, et donc finalement, on attend, et en attendant, écoute, j'ai entendu, machin qui aimerait bien, passer le cap, et travailler avec une boîte, je pense comme la vôtre par rapport au retour que j'ai, et versus, la partie commerciale, «adverse» entre guillemets, qui est déjà en place chez ce client-là. OK, donc on a répondu Et à tout le monde. si je peux rebondir par rapport à ça, effectivement, BDR plus AE, ça rajoute un peu une lourdeur côté acheteur. Donc moi, forcément, je suis directeur, enfin, je suis head of sales, donc du coup, je me fais des marchés au quotidien. Je rentre dans le funnel de vente parce qu'il y a des choses qui peuvent éventuellement m'intéresser. Et c'est vrai que moi, personnellement, après encore c'est mon avis personnel, j'aime pas trop en tant qu'acheteur passer par un BDR. Je fais un call, je fais un meeting, ensuite après, boum, il passe à l'AE. Parfois, les deux, ils sont sur le call. Je vois pas pourquoi ils ont besoin d'être deux, mais bon, c'est pas grave. L'AE, ils me reposent les mêmes questions que pour le BDR. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui gèrent mal ce juste équilibre BDR plus AE et qui impactent quand même pas mal l'expérience acheteur et qui rallonge même parfois le cycle de vente. Donc, aussi, c'est tout un art. Donc, c'est pour ça que je vous dis avoir un directeur commercial quand même qui a de l'expérience sur ce genre de sujet, c'est important parce que moi, en tout cas, personnellement, je n'aime pas ce cycle de vente à deux facettes. Moi, je préfère avoir le même interlocuteur. Je pense que tu es d'accord avec moi, Vincent, mais moi, j'achète une solution, mais j'achète aussi la personne. Et je vois de plus en plus ça aussi, le retour de l'humain. C'est pour ça aussi qu'on fait des événements physiques. Et puis en 2025, on a envie de. Moi, perso, j'ai envie de faire du business avec des gens fun, tu vois, enfin, avec des gens fun, avec des gens pros, avec des gens avec qui je m'entends bien, avec des gens avec qui m'ont apporté de la valeur, qui m'ont résoudre certaines de mes problématiques. Euh, donc, voilà, moi, d'avoir le même interlocuteur de A à Z, je trouve que moi, ça a un impact plutôt positif, en tout cas, sur mon profil. Et c'est aussi une des raisons pourquoi moi, je suis parti sur le full cycle. Moi, c'est vraiment, moi, je suis plutôt convaincu de ce que je viens de dire. Et aussi, deuxième aspect, on a besoin de responsabiliser les sales. En fait, on est trop parti dans ce travers. BDR plus AE, ça fait quoi? Ça fait, moi, il y a 10 ans, quand j'étais cadre, ça n'existait pas. Donc, je pense que ça existe depuis 5, 6, 7 ans. Ouais, depuis que Euh,
Principalement, ouais, c'est ça, depuis, juste avant covid. Enfin, depuis, les startups ont initié la croissance et on n'a plus le temps et donc du coup mais la logique, elle est super bonne, hein. Enfin, la logique est très, très bonne, hein. Tu dois faire beaucoup de R1 pour avoir une grosse masse de R2, donc entre guillemets «beaucoup de découvertes et de qualifs» pour, la suite du cycle. Mais c'est vrai que c'est pas con mais c'est juste à un moment peut-être un peu, contre-productif, selon les situations. Encore une fois, on a parlé de Penny Lane. Encore une fois, un Penny Lane avec une vente assez courte, des tickets, pas élevés, pas de soutenance à faire, pas de grosses démos, enfin, pas de grosses présentations plutôt, à faire à un COMEX ou autre donc bon, voilà, ça s'entend, parce qu'il faut aller chercher de la masse et puis, parce que c'est plein de petits tickets qui font, bon, un gros ticket, à la fin de l'année. Mais voilà, en soi, ouais, effectivement, ça tout s'entend, en fait, tout s'entend, mais il faut vraiment, encore une fois, nous, pendant la préparation avec Malcolm, on voilà, on se dit: dans tous les cas, tu testes et puis, dans tous les cas, tu généreras quand même du business. Maintenant, à savoir entre les 2 tests, lequel en a généré le plus et c'est celui que tu mettras, en place, en tout cas de la meilleure des manières dans ton organisation. On a une question de Pierre, qui nous dit, et d'ailleurs on a, Marin, merveilleux du Vigneault, qui nous remercie, en tout cas toi. Voilà, donc Merci. voilà, on passe le bonjour à Scalability. Donc, Pierre qui nous dit, voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai chez nous le marketing qui a des difficultés à générer des leads. Finalement, il ne génère aucun lead. Donc, là, c'est plus que de la difficulté. Je pense qu'il y a des choses à revoir. Et en tant que sales, lui, il nous dit comment et où trouvez-vous vos contacts Casper, Cognizum, SalesNav, enfin voilà, si la boîte Pierre, je sais pas. En tout cas, moi, je vais juste donner mon avis rapide. Si ta boîte a déjà des clients, tu regardes, les meilleurs de ces clients-là et tu verticalises, c'est-à-dire, tu vas reproduire, ce que tu as bien fait chez un client de sa verticale et tu vas aller chercher tous les autres de la même verticale. Bon, en tout cas, tu as un use case et tu as entre guillemets «une preuve d'autorité» et puis, tu as quoi normalement, répondre à l'intégralité des objections de tes futurs clients. Lui, il est dans la cybersécurité et ils vendent donc des produits cyber, et du coup, ils voulaient qu'on revienne sur les types de haute bande. Donc je vais le faire Ouais, rapidement. Sales driven, vas-y. past intent, new intent et les events. Donc finalement, c'est, tu retournes voir ce que tu as dans ton CRM, en churn et en clients que tu as pas eu, tu essaies de comprendre pourquoi et tu essayes de les convertir. Tu vas voir, des clients qui sont, identiques à tes meilleurs clients. Tu fais, du multicanal, du réseau et cetera. Les intentions d'achat, bon, c'est assez simple, hein, c'est, de se dire, à certains moments, de vie de l'entreprise, tu as certaines intentions que tu peux, mettre en avant pour aller, les chercher, les trouver et les events, physiques. Voilà pour les retours. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Malcolm? Non, tous les conseils que tu as donnés, c'est très bien. C'est exactement ce que j'aurais dit. Voilà, le plus classique, tu regardes tes clients, tu essaies de trouver des trends, entre guillemets, et ensuite tu tapes dedans et après tu fais des tests en parallèle sur d'autres verticales. Mais après, la cybersécurité, alors je suis pas expert du secteur, mais pour moi, c'est un mono-persona souvent qu'on adresse, c'est les équipes DSI. Euh, donc du coup, voilà, je pense que c'est assez simple. Ensuite, DSI, donc tu regardes tes clients. Est-ce que moi, mes clients, ils sont plutôt SMB, mid-market ou enterprise? Si tu arrives à avoir déjà une petite idée de ça, tu peux ensuite avoir ça dans ton filtre de recherche. Et après, le but, c'est de se construire une liste de prospects. Donc, en fait, comment on arrive à faire de l'outbound réussi? Déjà, il faut bien s'équiper, il faut avoir des bons outils, il faut savoir créer les bonnes listes. Ok, donc, on peut toujours prendre l'exemple de cybersécurité, ça va être intéressant. Mais du coup, déjà, quels sont les outils qui vous permettent de créer une liste de prospects qui n'est pas dans votre CRM? Du coup, pour moi, il y en a un qui est connu et reconnu, c'est LinkedIn Sales Navigator. Voilà, base de données B2B, la plus grande au monde, tout le monde est dessus. Donc ça marche très bien, hein, ça marche très bien, LinkedIn Sales Nav, pour faire des filtres de recherche. Justement, tu mets taille d'entreprise, imaginons mid-market, persona, DSI. Tu sais que toi, ta solution elle marche en France, donc tu mets France. Voilà, tu mets tous les filtres qui, toi, te semblent pertinents et boum, ça te sort une liste de 100, 500, 1000, 2000, 10 000, 20 000 contacts. Okay, donc, je te conseille de faire ce genre d'exercice en te basant sur ta donnée préexistante que tu as dans ton CRM si tu en as. Si tu en as pas, c'est pas grave.
tu vends de la cyber, tu sais que tu adresses des DSI, tu prends tous les DSI de France et tu t'amuses, j'ai envie de dire. Ben, Et après, voilà. Non, mais logiquement, c'est ça. En fait, le problème, moi, je pense, hein, et c'est toujours la même histoire. Le problème, c'est qui tu cibles. Parce que si tu fais de la cybersécurité, c'est qu'il y a forcément quelque chose à sécuriser. Donc, les petites boîtes, faut pas les cibler, de une. Et puis, en plus de ça, tu sais, la PME multicasquette. Et là, ça devient très compliqué pour les boîtes qui veulent cibler juste une typologie de personnes et qui font SDR plus AE. En fait, il est là le problème. C'est que les boîtes, voilà, on pourrait en citer des SaaS comme ça qui pêchent un peu sur de la PME ou du SMB, tu vois. Elles ont le même problème. Bon, on n'a pas d'infos sur LinkedIn, on ne sait pas comment les adresser. Bah, forcément, vu que tu ne sais pas à quoi ça ressemble une entreprise et que tu ne sais pas te dire, bah, potentiellement, le DSI, c'est le DRH. Et là, tu te dis, mais c'est pas humain de fonctionner comme ça. Bah, c'est pas humain, mais c'est la vie de l'entreprise. À partir d'une certaine taille où ça commence à se structurer, et sinon, bah, tu vois, concrètement, il y a plein de boîtes où il y a des head of sales qui n'ont pas d'équipe. Et c'est le premier sales de l'entreprise, il est d'office head of sales, tu vois. Et donc, quand il se fait des marchés pour des outils pour ses équipes, bon, bah, comme c'est écrit nulle part, on perd du temps à adresser ce genre de personnage, tu vois. Et ça, je pense que c'est l'expérience et le fait de dire, bon, ben voilà, là, j'ai bien eu déjà ça, et donc je vais essayer de valider énormément beaucoup plus de choses en amont avant de contacter cette typologie d'entreprise. Donc j'espère qu'on a répondu au mieux à Pierre. En tout cas, yes. on est assez raccord. Du coup, pour poursuivre, tu as déjà évoqué quelques outils. Finalement, donc il y a, sur l'outbound, on va dire qu'il y a 4 voilà, piliers pour les outils qui vont bien. Tu as le list building, l'enrichissement, le dialer et l'email. Est-ce que tu peux nous donner ou nous faire rêver d'une stack incroyable, Malcolm, sur ces piliers? Ouais, bah, je vais vous donner voilà, des outils que moi j'ai testés. Donc, voilà, testés, approuvés, ils sont très qualitatifs. Il y en a qui coûtent plus cher que d'autres. Voilà, aussi, je vous donne un peu le top du top et le affordable. Donc voilà, pour faire des listes, en tout cas avoir une base de données B2B externe, B2C, peu importe, SalesNav, c'est la référence. C'est la référence, mais ça coûte très cher. Voilà, ça coûte très cher. Ils savent qu'ils ont un peu le monopole, où ils sont en force, ils sont en position préférentielle. Du coup, ils se font plaisir sur les licences. Donc, mais SalesNav, voilà, LinkedIn SalesNav, ça reste quand même le référent du secteur. Et on a une alternative d'ailleurs française qui s'appelle Pharo, Pharo-W, qui est très bien. Alors, j'ai jamais eu la chance de la tester, mais j'ai pas mal discuté avec leurs équipes. J'ai regardé quelques webinaires qu'ils ont fait ou les démos qu'ils mettent sur leur site, et je trouve que c'est assez qualitatif. Donc, normalement, dans la théorie, ça coûte moins cher et c'est aussi puissant, voire parfois plus puissant. Donc, je vous invite voilà, à regarder si vous êtes intéressé. Ça, c'est sur, voilà, je pense que c'est les deux plus gros acteurs, en tout cas en France et en Europe, sur le sujet. Ensuite, il y a l'enrichissement. Donc, ouais, avoir une liste, c'est bien. Et pour les contacter, il faut leur mail et ou leur téléphone. Donc, pour avoir ces informations-là, donc il y a plein d'outils d'enrichissement qui existent. Il y a Cognism, il y a Casper, il y a Lusha, il y a Full Enrich, il y a Better Contact. En fait, il y en a plein. Donc, on ne sait jamais trop qu'est-ce qu'on va, lequel prendre, le pricing est un peu similaire, etc. Donc, c'est pas pour faire de la pub à Cognism. Moi, j'ai jamais utilisé personnellement, mais je sais que Livestorm, on l'utilisait avant. Au niveau de la qualité de données, c'est le top. C'est le top. Après, voilà, pour avoir le top, il y a un prix. Ensuite, Casper, qui fait partie de Cognizant, pour moi, c'est la référence sur le marché français. Si vous prospectez la France, pour moi, c'est eux qui ont la meilleure qualité de données. Lusha, ils sont très bons, donc c'est concurrent de Casper. Après, c'est une boîte israélienne, donc après, il faut voir si ça match aussi niveau valeur d'entreprise et sécurité. Eux, pour la donnée un peu Europe ou même plutôt US, etc., c'est pas mal. En fait, chaque fournisseur a un peu ses spécificités, donc à vous de voir ce qui match le plus avec votre entreprise et votre audience de prospects. Et après, maintenant, c'est assez récent. Depuis un an, on a ce qu'on appelle des outils d'enrichissement en cascade, ou waterfall enrichment en anglais. Et donc, du coup, nous, on essaie d'avoir le mieux. Et pour nous, le mieux, c'est un outil d'enrichissement en cascade sur lequel nous, on a plugué, enfin, on va peut-être pluguer Casper en plus, pour avoir encore plus de chances d'avoir des numéros de téléphone sur le marché français, qui reste un marché prioritaire. Donc ça, c'est pour l'enrichissement. Et après, donc, il y a les dialers. Donc, dialer, c'est juste un outil pour pouvoir téléphoner aux gens, maintenant qu'on a leur numéro de téléphone. Donc, il en existe plein. Il y en a qui sont intégrés dans le CRM, comme HubSpot. HubSpot, ils ont un super dialer que moi, j'ai utilisé. C'est ultra quali. Donc, pas besoin
d'utiliser un outil tiers selon moi si vous avez HubSpot comme CRM. Après, si vous n'avez pas HubSpot, dans la majorité des cas, vous êtes obligé de passer par un outil tierce. Surtout quand vous avez Salesforce. Clairement, il ne faut pas ça. Donc, les classiques, c'est Aircall et Ringover. C'est les deux plus gros acteurs Ouais. français et même mondiaux. Donc, Cocorico, hein, franchement, on est content d'avoir des licornes comme ça en France. Et après, sinon, nous, on utilise aussi SalesLoft, qui est un peu un outil tout en un, qui fait à la fois, voilà, il y a un outil de dialer, il y a un outil de cadençage email, on peut même utiliser ça comme CRM en vrai. Et du coup, nous, on utilise ça, il y a un dialer intégré dans Salesforce. Parce que nous, on utilise Salesforce aussi en CRM. Et après, il y a la dernière brique, dont j'ai commencé à en parler, c'est l'email. On veut contacter les gens au téléphone, forcément, on a besoin d'avoir un dialer, mais on veut les contacter par email. Le but, c'est de faire du multicanal. Donc là, il y a plein d'outils qui existent. Encore une fois, il y a des outils de prospection multicanal où on peut tout automatiser, c'est-à-dire envoyer une suite d'emails, emails, même mettre des voices à l'intérieur. En fait, voilà, on construit un peu des briques et ensuite on met go et ça balance toute la séquence. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. À mon époque, je pense, toi aussi, Vincent, on n'avait pas ces outils-là. Donc franchement, Ah bah non. maintenant que ça existe, autant les utiliser. Et donc du coup, les plus connus, c'est La Grosse Machine. Donc ça, c'est l'acteur français que moi j'ai utilisé, qui fonctionne très bien. Il y a l'acteur un peu US qui fait la même chose, c'est Reply.io. On utilise ça chez Livestorm. Il y a l'acteur pareil israélien, je crois, Walaxy, qui est moins cher, mais encore une fois, voilà, c'est peut-être moins bien et c'est pas européen, etc. Et après, tu as aussi d'autres outils, Human Linker, où eux, voilà, ils intègrent l'intelligence artificielle qui permet de préécrire pour le sales les emails et les emails, etc. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et tu as SalesLoft, au bout, c'est ce qu'on utilise. Nous, en fait, le marketing utilise Reply.io pour faire des séquences définies sur des prospects. Et nous, les sales, on utilise SalesLoft, qui nous permet, voilà, de faire nos séquences, intégrer des calls dedans, et du coup, appeler des personnes aussi. Mais c'est parfait. C'était, très détaillé et moi j'aime beaucoup et du coup on a des questions en fait, qui sont arrivées juste avant, qu'on parle de la stack d'outils. Déjà, est-ce que les sales font également, des campagnes outbound chez toi? Donc, cold email ou des séquences automatisées? Est-ce qu'ils sont en charge de ça? Ou c'est plutôt le marketing? Donc ça, c'est la première partie de la question. Et si les sales font ce genre de campagne, comment, tu fais pour coordonner les actions, marketing sales? Alors, après, ça dépend. Enfin, voilà, c'est pas trop ma réponse, vous n'avez pas compris, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Pour moi, ça dépend du degré de maturité de votre entreprise et des ressources que vous avez en interne. Voilà. Si vous avez peu de ressources en marketing, forcément, le sales, il va devoir tout faire, hein. Enfin, à un moment donné, voilà, hein, vous êtes limité. Donc, c'est lui qui va devoir tout faire, les séquences, les appels, les rappels, refaire des nouvelles séquences sur des personnes différents, etc., etc. Donc ça, déjà, c'est le premier constat. Euh, et après, donc du coup, si on est dans ce cas de figure-là, il y a deux manières de procéder. Soit le sales fait lui-même ses propres cadences, tout seul comme un grand, sauf que vous avez 5 sales, donc chaque sales fait des cadences différentes. Voilà, après, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Donc, le résultat final, en tout cas, il n'y a pas d'harmonisation et de standardisation pour les prospects. Donc, il y a un prospect qui peut recevoir quelque chose de quali, un prospect qui peut recevoir un truc vraiment pas du tout quali, et ça peut éventuellement impacter l'image que les gens ont de votre marque. Mais ça peut aussi marcher. Soit vous avez un manager commercial qui est expérimenté et qui peut standardiser les cadences pour les commerciaux, en tout cas donner des templates pour assurer un minimum de qualité, quoi. De mon point de vue, moi je suis plutôt partisan pour faire les deux en fait, puisque les sales, voilà, c'est des gens qui aiment bien aussi. Ça dépend, on a différents profils, encore une fois, et quand on est bon manager, il faut s'adapter aux différents profils. Mais du coup, il y a des profils qui vont aimer être créatifs, vont aimer prendre des initiatives, tester des choses. Il y en a, ils n'ont pas envie de réfléchir. Malcolm, tu me dis que ça marche, je fais ça, pas de souci. Voilà, faut donner l'opportunité de faire les deux. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je donne des templates, parce que je sais qu'ils marchent à minima et qu'ils permettent d'atteindre mes taux de conversion souhaités, et je leur donne la liberté. Et après, s'ils pensent qu'ils peuvent faire mieux ou pas, et ils font des tests. Si les tests sont concluants, très bien, on partage la bonne pratique aux équipes, on modifie peut-être les templates, et tant mieux, c'est win-win. Par contre, si ça marche pas,
Bah, je dis: «Eh Coco, tu testé, mais maintenant arrête de déconner, tu fais ma cadence que j'ai écrit et tu verras, ça marchera mieux». «Ah, bah, comme par hasard, ça marche un peu mieux». Donc Ouais, en fait, voilà, voilà, il y a beaucoup de test and learn aussi, hein, de toute manière, hein. En fait, il y a rien en fait, c'est chiant parce que, bah, aujourd'hui, tu sais, on est dans une guerre d'attention, donc finalement, il y a des choses qui vont être dites, mais en l'occurrence, c'est pas parce que c'est dit que c'est comme ça que ça doit fonctionner et tout le temps et pour tout le monde et c'est ça qui est, que je trouve assez incroyable. C'est malheureux, mais c'est testé. En plus de ça, enfin, ça reste assez factuel. Concrètement, tu envoies ta séquence email, si tu as 5 sales, 5 en plus, c'est bien, c'est parce que c'est eux qui peuvent faire office de test, hein, finalement. 5 séquences différentes et on voit à la fin du mois ou à la fin du trimestre, bah, celui, dont la séquence a le mieux fonctionné, c'est celle-ci qu'on va prendre pour le prochain trimestre et ainsi de suite et cetera et cetera et oui, effectivement, il faut un chef d'orchestre pour animer tout ça, parce que ça peut être, des fois assez cavalier et puis encore une fois, tu sais, entre c'est le sales ou c'est le marketing, ça peut dépendre du moment, et du nombre d'interactions que tu as avec, tu vois, quelqu'un où c'est, pour tes premières interactions, bah, potentiellement, tu vas peut-être, faire de l'humain et si on reste sur de outbound to inbound, bah, on va peut-être attendre d'avoir fait ces quelques interactions pour voir quelle séquence on va, envoyer à la personne. Tu vois? mmh, Je pense que c'est, comme tu dis, c'est très aléatoire. ouais. Non, mais Ma il faut tester, itérer, ça tu l'as bien dit et si je peux partager encore une fois mon retour d'expérience sur Livestorm, si vous êtes, curieux, nous, enfin moi, ma vision, c'est vu qu'on a les ressources en interne marketing, on a quand même pas mal de personnes dans notre équipe growth. Du coup, moi, mes sales, ils ont 100% de l'ownership sur l'ICP prioritaire. Donc, nous, on a un ICP, donc un profil de client idéal très précis. Et c'est pas beaucoup de comptes, c'est que 600 comptes en Europe. Donc, sur ces comptes-là, je veux qu'ils aient la main mise sur tout. C'est eux qui, encore une fois, je leur donne des templates et c'est eux qui les affinent au quotidien. Et je veux qu'ils fassent de la prospection hyper personnalisée, écrite, orale, envoyer des voices, envoyer des vidéos, etc. Donc, je veux qu'ils, voilà, vu que c'est les meilleurs comptes, je veux qu'ils les traitent comme les meilleurs comptes et qu'ils fassent de Ouais. l'hyper personnalisation. Et le marketing, eux, ils font des actions de prospection, notamment de cadencing multicanal, sur les autres ICP pour aller chercher plus de volume. Donc voilà, moi, nous, c'est comme ça un peu qu'on fonctionne chez Livestorm. Et dès qu'il y a un intérêt sur toutes les cadences faites par le marketing, dès qu'il y a quelqu'un qui ouvre plusieurs fois ou qui répond, nous, on peut le voir via nos outils. Et du coup, là, boum, on enrichit, on passe au sales, il appelle et boum, normalement, ça convertit tout le temps, ça convertit en premier rendez-vous booké. Donc, c'est comme ça, nous, qu'on fonctionne chez Livestorm. OK, alors en fait, de tout ce qu'on a préparé, il nous reste encore énormément de choses à dire, sauf que là, bah, forcément, il y a des questions qui s'accumulent. Bon, bah, on va passer celle de, bah, Vincent Laurin, voilà, l'intérêt, d'associer la solution Cognizum avec LinkedIn Sales Nav. Donc il cherche à ouvrir de nouveaux marchés. Donc même situation, bah, que Pierre, un peu plus haut. Beh, enfin, moi, je pense qu'il vaut mieux, prendre contact avec un sales de chez Cognizum. Il se fera un plaisir de te dire si, voilà, il y a un besoin ou pas de garder SalesNav qui coûte quand même bonbon, on va pas se mentir. Les services marketing com, donc une question de Guillaume, ou pas, c'est une question. Les services marketing com confondent souvent acquisition et notoriété. Ce n'est pas parce que tu n'as, pas de formulaire rempli que les résultats ne sont pas là. Heu, Exactement. Ça, Non, on mais moi, est je suis d'accord, ça revient sur ce que j'ai dit au début. Je sais pas si tu étais là, mais du coup, c'est all band, en fait. All band, en fait, on travaille tous pour la même équipe. Donc en fait, il y a 5, 6 ou 10 ans, les marketeurs, le but prioritaire d'un marketeur, c'était de driver des demandes entrantes, des demo requests. C'était le succès du marketeur. Le CEO, il regardait que ça, en gros. Et en 2025, on n'est plus du tout sur ça. En tout cas, si vous l'êtes encore, peut-être, il faut peut-être avoir un peu plus large. Encore une fois, les cycles de vente deviennent de plus en plus longs, les acheteurs deviennent de plus en plus s'informer sur ce qu'ils vont, et sont de plus en plus cautieux, cautious, j'arrive pas à dire en français, et, euh, et aussi les budgets marketing, ou en tout cas les budgets tout court s'amoindrissent. Donc chaque décision doit être pensée, réfléchie, validée par plus de personnes en interne qu'avant. Donc pour toutes ces raisons, il faut viser le long terme. Donc les marketeurs,
Du coup, ils font des actions, mais c'est pas pour envoyer une démo request au sales. C'est pour, in fine, qu'il y ait quelqu'un qui soit intéressé et qui arrive dans le funnel marketing et qui ait soit un intent, enfin, un intent to buy clair et net, donc une demo request, ou un petit intent to buy que, boum, les commerciaux vont essayer de capitaliser et d'optimiser. Donc pour moi, c'est ça la recette magique du marketing, enfin de l'alignement en tout cas sales marketing, inbound, outbound en 2025. Eh ben, on est bien d'accord. On continue sur les questions, finalement, ce qu'on a Allez. préparé par la suite, ce sera peut-être, pour un prochain live. À quel point tu essores tes contacts avant de les mettre en nurturing? Alors là, en fait, c'est dis-le, parce que je sais que tu as envie de le dire. Ça dépend. Heu, Voilà, c'est toujours la réponse. Non, mais après, il y a des stats, hein, il y a des stats sur le marché. Enfin, moi, je déteste quand les commerciaux, je vois là, OK, ouais, j'ai contacté le sales, enfin, j'ai contacté mon prospect. Là, je vois, OK, tu as fait 2 calls et 1 email. Non, désolé, c'est pas assez. Je crois qu'il y a une étude, il faut 10 à 15 touch points pour arriver à prendre un rendez-vous avec un prospect. Donc, si tu appelles que 2 fois et que tu balances 3 emails, tu réduis drastiquement tes chances de prendre un rendez-vous avec le prospect de ton choix. Donc, déjà, voilà, fais au moins 10-15 touch points et après, tu fais un bon breakout email, un truc un peu marrant avec un gif ou même toi, tu peux te prendre en vidéo, tu fais, ah, je suis trop triste, vous n'avez pas répondu. Voilà, si vous prenez juste 30 secondes de votre temps à me dire s'il y a un intérêt ou pas, ce serait cool. Voilà, un petit truc un peu marrant. Et là, après, vous êtes fixé. Et ensuite, vous remplissez votre CRM et vous mettez en nurturing, vous mettez en close loss. C'est vous qui réactivez, c'est le marketing. Mais voilà, en tout cas, la règle des. Enfin, dis-moi si tu es d'accord avec moi, Vincent, mais voilà, il faut multiplier les touchpoints et beaucoup plus qu'avant en 2025. En fait, multiplier les touch points parce que le enfin le la chance, qui n'est pas de la chance, hein, mais de tomber dans une masse, dans une boîte, mail ou messagerie, LinkedIn, elle est, 1000 fois plus importante qu'aujourd'hui, qu'hier, pardon. Enfin, aujourd'hui qu'hier. Et en fait, c'est pas un point d'essorage. Moi, concrètement, enfin, pour ma part, ne travaillant pas chez Livestorm, en tout cas sur la partie, essorer les contacts, avant de le mettre en nurturing, je mets pas quelqu'un en nurturing, si je sais pas quoi mettre dans le nurturing. En fait, le nurturing, ça va être de nourrir quelqu'un d'un moment, c'est ce qu'on disait en début de ce live d'ailleurs, d'un moment A jusqu'à un prochain moment B qui normalement est le bon moment. Parce que c'est le prospect qui t'a donné ce signal. En fait, finalement, le but étant de ne pas s'inventer une vie commerciale, mais le but étant de se dire, bon, aux commandes de son entreprise ou pas, hein, peu importe selon le prospect, mais aux commandes de l'entreprise, parce que c'est mon contact clé dans l'entreprise, c'est à lui de me dire quand est-ce qu'on se rappelle. Et puis après, c'est une intelligence collective, sales et marketing, de se dire, bon, ben voilà, toutes les personnes qu'on doit rappeler à 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est une boucle de une fois par mois et ça fait 12 contenus à envoyer, une fois par mois et chaque personne rentre dans cette boucle. Celui, qui a un rappel à 3 mois, il va recevoir que 3 contenus. Celui qui a un rappel à 6 mois, il va en recevoir 6 et celui qui a un rappel à projet pour, 2026, il va potentiellement en recevoir 12. Hem Mais en l'occurrence, à la fin de cette boucle, soit on repart et en fait, le service marketing, en tout cas moi, de comment je vois le nurturing, ce serait de se dire: le service marketing doit au moins créer 12 contenus pour que les sales puissent, à des moments clés, mettre des prospects dans des, séquences de nurturing et de se dire: «Moi, de toute manière, la séquence se coupe parce que j'ai un rappel de prévu». Tu sais, tu vois le truc sur LGM, voilà, tu rentres dans la séquence de nurturing, à 3 mois, tu coupes parce que tu as un call et après c'est aux sales de décider par rapport au call avec le prospect, est-ce que je te laisse dans cette séquence ou pas? Hem, ouais, Ouais, totalement aligné avec ce que tu as dit. Ouais. OK, alors il y a énormément de questions, on va s'en arrêter Bah, tant là. mieux, hein. Il y avait d'autres sujets à voir. En plus, on arrive, au bout de l'heure, tout le monde doit déjeuner, aller déjeuner. Il y avait des compétences principales, est-ce que tu as 30 secondes pour, Ouais, non, mais enfin, je pense que c'est important de prendre 5 minutes parce que l'objectif aussi du live, c'était vraiment voilà, de comprendre un peu inbound, outbound, qu'est-ce que c'est, quelles sont les bases pour réussir de l'outbound, mais surtout, bah, moi, dans la situation dans laquelle j'étais chez Livestorm, j'ai repris une équipe il y a 8 mois, 100% inbound, et je l'ai fait passer sur de l'outbound. Donc, il y a énormément de challenges sur ce move-là. Euh, les gens, voilà, ils ont leur petit siège, ils ont leur petite démo request qui tombe, ça signe, il y a le shift qui rentre, donc pourquoi faire plus, quoi? Pourquoi faire plus? Donc, après, l'entreprise veut faire plus.
Et comme je vous ai dit, vu que l'entreprise veut faire plus, eh ben, on est obligé de faire de l'outbound. Donc, je suis obligé de les former pour qu'ils y arrivent. Donc, pour moi, voilà, pour faire ce switch, pour faire changer un peu la mentalité, les manières de faire des commerciaux, déjà faire un petit audit des commerciaux en place. Est-ce qu'ils ont l'envie? Est-ce qu'ils ont des capacités? Donc, ça, c'est simple, hein, ça se voit. Bah, on fait un petit point avec eux, on fait des shadows, on regarde leur cadence de mail. Et ensuite, on dit, OK, lui, il a envie ou il rechigne pas, entre guillemets, et il a l'air d'avoir les compétences pour y arriver, donc let's go. Si la personne n'a pas envie ou rechigne, et ben, du coup, il reste sur de l'inbound et voilà, et c'est pas grave. Donc, du coup, après, l'idée, c'est de former ces personnes-là. Donc, soit on a un manager expérimenté pour le faire, soit on peut externaliser aussi. Il y a plein de formations super qualitatives qui existent sur le marché pour former les commerciaux sur de l'outbound. Encore une fois, je suis là pour donner des petits tips. Nous, on a fait une formation avec SalesMate, c'était pas trop mal. Sur le call, il y a Enzo Colucci, qui est super connu sur LinkedIn. C'est le pro un peu du sujet. Et il y a Vanessa Amsi, ancienne collègue à moi de Groupon, qui s'est spécialisée, qui est une top voice LinkedIn et qui s'occupe vraiment de toute la partie outbound. Encore une fois, c'est des personnes de confiance. Vous pouvez définitivement les solliciter. Et, euh, et pour moi, voilà la qualité principale pour réussir un switch inbound to outbound. En tout cas, ce qu'il faut se concentrer, sur lequel il faut se concentrer, c'est deux choses. Un, le meilleur canal qui fonctionne, c'est le call. C'est le call. Enfin, pour moi, je suis On est convaincu d'accord. à l'ère où il y a 30 000 séquences automatisées qui partent dans tous les sens, j'ai même des faux profils AI qui balancent des scripts tout pourris sur LinkedIn tous les jours. Donc, à l'heure où il y a une telle saturation, une telle cacophonie sur le marché, la meilleure chose, c'est de parler aux gens et Mais d'être c'est pour ça. sympa, et de bien expliquer ce qu'on fait, et d'essayer de comprendre s'il y a un intérêt mutuel à ce qu'on se parle. Et si oui, bah ok, fine, on rentre dans le processus de vente. Donc, la chose sur laquelle il faut se concentrer le plus avec vos équipes, je pense, c'est pas forcément la partie écrite, même si certains business models, ça marche très bien, attention, hein, il faut pas du tout ne pas en faire. Pour moi, il faut tout faire. Il faut capitaliser tous les canaux. Mais pour moi, le canal qui marche le mieux, c'est le call et c'est l'humain. Donc, il y a une vraie expertise à avoir sur ce sujet. Donc, soit vous avez le manager, soit vous faites une formation externe. Et vraiment, il y a plein de bonnes pratiques qui existent, dont on n'a pas le temps aujourd'hui que je vous les présente. Et pour moi, c'est vraiment le canal sur lequel vous devez le plus miser, le plus former vos équipes. C'est en plus le truc qui fait un peu chier tous les commerciaux. Mais il y Il a y un en a boulevard, hein. Il y il y en a a qui aiment pas toujours eu un boulevard. faire, il y en a qui savent pas faire. En fait, Il y a c'est tout un toujours eu un art. boulevard, on est d'accord. Ouais. Franchement, le boulevard était toujours là parce que personne ne veut en faire. Et puis en plus, quand c'est fait, c'est mal fait. Donc finalement, tu es en concurrence avec des gens qui ne le font pas ou avec des gens qui le font mal. Donc si tu essayes de mettre toutes les chances de ton côté et bien le faire, bah, dans une logique assez imparable, ça doit porter ses fruits. Et puis de toute manière, je trouve, bah, déjà quand tu passes des calls, tu es proactif. Donc tu es toujours dans un mindset, je vais chercher du business. Et en plus de ça, bah, tu es toujours dans un bon rythme. Tu vois, tu réponds à des objections, tu te fais défoncer, tu prends des noms, mais tu es toujours dans un bon rythme en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et puis en plus de ça, c'est le meilleur moyen d'aller chercher tes intents. C'est, enfin, t'as pas de retour. Il y a personne qui va développer un email en disant ah non, oui, effectivement, je n'ai pas de besoin, donc merci, patati patata. Oui, au fait, c'est bien ce que vous faites, mais malheureusement, on travaille avec Pierre, Paul ou Jacques, et puis machin. Jamais de la vie. Enfin, Là, ça permet de glaner des informations qu'on n'aurait jamais par email. Les gens, soit ils disent non merci, soit ils disent pourquoi rien. pas, mais pas maintenant. Donc, ou rien. Donc effectivement, c'est vraiment pour moi le canal à privilégier. Il y a beaucoup de trucs sur les réseaux. Ouais, le code cool, ça marche plus. Tout le monde en fait des caisses, etc. Écoutez, moi, ça fait 12 ans que je fais de la vente, 12 ans que je forme des équipes commerciales. C'est mon meilleur canal. Moi, je vous partage juste mon expérience personnelle. Vincent, ça a l'air d'être la même chose. Après, vous faites ce que vous voulez. Et surtout, maintenant, il y a aussi des nouvelles techniques d'outbound, je les ai élaborées tout à l'heure, sur lesquels je pense qu'il faut plus capitaliser. L'écrit, ça peut marcher, mais il faut que vous intégriez un peu plus d'humanisation et d'originalité, si je puis dire. Et donc, envoyer des voice LinkedIn. Vous savez, sur LinkedIn, vous pouvez envoyer des voice. Vous n'avez pas besoin d'un outil. Vous pouvez le faire directement via LinkedIn. Et ça marche bien. Les prospects sont ça devient de plus en plus répandu, mais il y a 2 ans, c'était révolutionnaire. Maintenant, c'est un peu rentré dans les mœurs. Mais quand même, moi j'ai très peu de personnes qui me contactent en envoyant des voice. Et il y a des études qui montrent qu'il y a plus de 25% de taux de conversion si on envoie un voice ou si on met ça dans sa séquence multicanal. Et aussi des vidéos. Donc, je sais que tu as fait un live avec Eddie Exactement. sur le sujet, qui est très intéressant. Je vous invite à regarder en replay. Et du coup, lui, c'est vraiment son truc favori. Donc, une petite vidéo courte, personnalisée. On peut même la standardiser pour faire de la masse. Ça marche bien. Voilà, juste de voir quelqu'un, de voir un humain, de savoir que c'est pas de l'IA. Et c'est une vidéo généralement qui est personnalisée. Si en plus elle est fun, bah voilà,
même par curiosité, les gens vont vouloir cliquer dessus. C'est comme le voice, ils veulent cliquer dessus. C'est la curiosité humaine. Donc, je pense intégrer ces nouvelles techniques de vente slash Ça rassure. outbound, plus capitaliser sur le call, je pense que c'est la meilleure stratégie pour arriver à vos fins et à générer un maximum de rendez-vous. Pour moi, c'est deux choses très, très importantes. Et pour finir, il est déjà 37, pour moi, le truc le plus important, c'est le mindset. Voilà. L'outbound et la prospection, c'est tout un état d'esprit. Il faut déjà que encore une fois, je l'ai dit que les sales de base, ils aient une envie, une petite envie de faire ça, que ça les fasse un minimum vibrer, en tout cas qu'ils aient envie de tester. Et ensuite, le manager commercial, le directeur, il doit insuffler cette dynamique, insuffler cet état d'esprit. Donc, c'est-à-dire, parfois, on va montrer l'exemple. Donc déjà, moi, ce que je fais, c'est que j'organise des sessions de call dans l'agenda, bloquées. On peut pas prendre de meeting dessus, donc ils sont obligés de les faire. Donc, c'est 2 sessions de 2 heures le matin. Et du coup, moi, j'anime la session. C'est pas aller, il y a la session, c'est 2 heures, vous prenez votre téléphone. Ah, mais non, vous n'avez pas pris rendez-vous, qu'est-ce que vous branlez? Non, on fait un petit kick-off. Allez, les gars, donc voilà, l'objectif, vous savez, on a eu des leads webinaires marketing la semaine dernière. L'objectif de cette semaine, c'est de les appeler. Je veux tous qu'on les appelle. Voici le pitch. Est-ce qu'il y a des questions? Non, boum, allez, on y va. Ensuite, à mi-parcours, j'envoie un petit récap. Voici le nombre d'appels, voici le taux de connectés, bravo, machin, t'as pris rendez-vous, t'as partagé le call, super, merci. Allez, allez, go, 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 les gars, on va arriver au plus 40 calls pour la session, aux 2-3 meeting booked, et après, à la fin de la session, j'envoie les stats. On se connecte, puisque nous, c'est des full remote chez Lifetime. Donc moi, je n'ai pas mes sales à côté de moi. Donc, c'est un peu la chose que je fais. Et du coup, on se connecte après, débrief, quels sont les succès, quelles sont les difficultés, et on réplique. Et du coup, ça crée une vraie dynamique, en fait, où déjà, on ne se sent pas tout seul chez soi, encore plus quand on est en remote. Et voilà, ça fait vibrer. On voit les collègues qui bouclent des démos, ils partagent leur call. Oh, putain, mais ton call, il est vachement bien, je vais tester ça demain. Donc ça, il y a ça, il y a faire des challenges. Des challenges ponctuels ou même des sessions et les sessions de call aussi. Donc moi, dans mon précédent boîte, je le faisais. Là, j'ai trop de personnes avec 15 commerciaux à gérer, donc je peux le fais pas. Je faisais un peu un truc en mode qui veut battre Philippe et Chebest. Donc moi, j'étais le manager et du coup, en gros, bah allez les gars, celui qui prend plus de meetings que moi, bah je lui offre un cadeau, tu vois, un truc comme ça. Donc ça fait voilà, ça fait partie des petits trucs comme voilà les petits challenges. Bah voilà. Challenge exceptionnel, vous avez 2 semaines, celui qui prend le plus de meetings outbound, bah, il a 500 balles. Il y a même encore Scalability, ils font un truc à Paris où ils invitent plein de boîtes, donc on peut faire aussi des challenges outbound inter-entreprises, ça se fait de plus en plus. Nous, on a un canal Slack dédié justement pour faire vivre ces efforts de prospection tout au long de la semaine, pas pendant les pauses, les sessions de call, pour partager encore une fois réussite et échec. Et aussi, du coup, quand on fait et toute l'entreprise a accès à ce canal. Hein. C'est pas juste moi, c'est voilà, le CEO, le marketing, le produit. Ils peuvent regarder aussi toute l'énergie qu'il y a au sein de l'équipe 16. Et voilà, et quand on signe un gros deal et que ça a été initié via de la bande, bah, moi j'aime le féliciter au-delà de la rémunération. Donc une petite attention, une petite bouteille de champagne, en fonction de la préférence personnelle de mon 16. Je fais un petit cadeau un peu personnalisé. Voilà, c'est toutes ces petites attentions qui créent en fait un état d'esprit à la fois individuel et collectif qui va permettre de driver les performances à la hausse en faisant de l'outbound. Donc je trouve que ça c'est vraiment le plus important, c'est le mindset. Et quand on a le mindset, quand on a la bonne entente, ça se passe bien dans l'équipe, et ben ça se ressent au téléphone en fait. Les sales, ils ont la patate, ils ont la pêche, ils sont contents, et ils vont pas à reculons. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ça, c'est le succès de l'outbound, il vient principalement de là. Ah mais clairement, ils y vont dans une optique, de gagne et puis, il y a quand même des choses, que tu remontes qui, pour des sales de manière, assez générale, c'est un ressenti, global. Tu sais le manager, je suis sûr qu'il en a jamais fait, je suis sûr qu'il a jamais passé un call. Tu vois, tu sais, c'est le genre de choses où, et puis même toi en tant que manager, bah, hem, tu seras peut-être un peu plus enclin à être dans une réalité et ça, c'est quand même ultra important. Moi, j'aime bien l'esprit, hein, mindset, gagnant et en fait, tu sais, c'est con, c'est un peu comme quand tu prends un Airbnb, bon, bah, tu as payé pour ton Airbnb, tu sais que tu as payé pour ça et tu as cette attention, des chocolats, des trucs de la région, un truc à boire, enfin peu importe en fait et heu et ça coûte rien en fait par rapport à ce que ça rapporte en termes de heu, moi je trouve ça assez incroyable, tu vois? C'est les gens se rendent pas compte que des fois c'est tous ces petits plus qui font que, enfin ça peut,
te changer une vie. Enfin, Mmh. en soi, et je parle avec des managers, c'est 18 sales, recrutés en 3 ans, tu vois? Pour Mmh. une équipe de 6. Ouais. Ah mais ça a un énorme impact sur les résultats, je l'ai dit, mais surtout aussi sur le bien-être au travail et le fait de garder ses salariés longtemps. La vente, c'est un métier difficile. On se prend des portes, les taux de conversion, vous savez, hein, 2 sur les emails, entre 2 et 5. Le call call, c'est entre, 5 pour les plus nuls et 20-25 pour les meilleurs. Donc, il y a beaucoup de calls non répondus, il y a beaucoup de portes. C'est un métier peu facile. Donc pour faire ça quand même toutes les semaines, faut quand même voilà, qu'il y ait une dynamique qui soit enclenchée en interne, sinon bah, le sales, au bout de 6 mois, surtout s'il n'arrive pas à faire ses objectifs, bah, il va partir. Donc, euh, Ouais, donc, ouais, ces petites attentions, comme tu dis, qui sont agréables personnellement quand on fait un Airbnb, bah, elles sont aussi agréables dans l'entreprise. Donc, il faut vraiment les valoriser et toujours aussi essayer de penser à comment je peux gamifier, comment je peux valoriser, comment je peux remercier mes équipes pour qu'elles soient épanouies, qu'elles restent le plus longtemps dans l'entreprise et qu'elles fassent les performances maximum. exactement. Donc, des petits plus qui font toute la différence, des créneaux, dédiés, bloqués et on fait rien dessus, à part, faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire, du call, par exemple, si c'est ça, sur la partie outbound et je pense qu'on a fait alors un tour, un peu large sur la fin, on a dû speeder, mais en tout cas, voilà, on a dépassé, du petit quart d'heure. Bah, on a, donc bon, on espère qu'on a essayé d'apporter un max de valeur. Moi, je tiens à remercier, Malcolm qui s'est bien prêté au jeu du live et Avec plaisir, avec franchement, plaisir, hein. c'était Encore vraiment très merci pour cool. l'invite. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Allez, bonne journée tout le monde.